Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez à travers le monde, au moment où vous nous suivez. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Rendez-vous avec le magazine qui reçoit pour vous des personnalités de divers domaines pour parler d'elles, mais aussi de ce qu'elles font et pourquoi pas de l'actualité en République démocratique du Congo ou ailleurs. Le rendez-vous de ce soir est fixé avec Tigui Elebe Mutingia, né à Kinshasa le 30 septembre d'une certaine année, de Elebe Maekonzo Philippe et de Epiphanie Agweti, tous deux décédés. Après l'obtention de son diplôme d'État au collège Bosembo en 1999, Tigui Elebe devient gradué en droit, option droit public international, à l'université protestante au Congo, 3 ans après, aux côtés de feu Daniel Botetti. Il a effectué plusieurs stages, notamment au parquet du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en 2002 et au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en 2004. De son expérience professionnelle, l'on retient que de 2007 à 2008, Tigui Elebe est assistant au réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC. En 2008, il change de cap en devenant assistant chargé des missions du directeur général de l'Institut national de sécurité sociale. De 2009 à ce jour, il est toujours à l'INSS, mais comme assistant au secrétariat des organes statutaires. Amoureux de la littérature et des belles lettres, Tigui Elebe est déterminé à mettre sa jeunesse et son énergie à la revalorisation de la culture en République démocratique du Congo, afin de redonner entre autres une place de choix à l'industrie du livre. Promoteur de mouvements associatifs et actuellement directeur général de l'agence Elmode Productions, cet opérateur culturel permet aux écrivains férus et en herbe de s'exprimer à travers une émission appelée Les Plumes Conscientes. Tigui Elebe Mutingia est marié à Karine Perrault-Biongo. C'est donc avec lui qu'est fixé le rendez-vous de ce soir. Voilà, vous avez tous découvert qui est notre invité ce soir. Il s'agit de Tigui Elebe Mutingia. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue dans ce magazine. Rendez-vous avec le plaisir de vous recevoir. Merci. En forme? Ça va, doucement. Voilà, on vient de suivre votre petit portrait. On va en parler. Vous êtes fils d'un politique et d'un littéraire, il faut le dire. Alors, on retrouve en vous ce mélange, le droit, les médias, puisque vous êtes actuellement présentateur d'une émission, Les Plumes Conscientes, mais aussi littéraires. Comment expliquez-vous tout ce mélange? Alors ce mélange, je pense que je l'ai hérité quelque part de mon père, vous l'avez dit tout à l'heure, politicien, homme de culture. Ça veut dire que déjà, dès mon bas âge, en famille, nous avons baigné dans cette sauce-là, parce que papa tenait beaucoup à cette culture-là, à cette valeur-là, surtout la littérature, parce que lui-même a écrit beaucoup, des poésies, également un roman intitulé Les 13 des âges. Et donc c'était un exercice permanent. Ce qui fait que du coup, ensemble, avec mes frères et sœurs, nous n'avons pas eu du mal à développer ça. On peut considérer que c'était presque inné, cet amour, cette passion pour les belles lettres, pour les belles tournures, pour les phrases, pour la littérature, c'était presque inné. Et donc, voilà, pourquoi seulement la télé? Pourquoi vous avez choisi de passer ce message à travers la télévision? Au départ, l'idée, c'est de faire un site internet qu'on dénommerait Les Plumes Conscientes. C'est une idée qui a germé des discussions que j'ai eues avec un de mes frères qui est à Lomé, que je salue en passant, Tony Elebe. Et donc c'était de faire un site où ceux qui seraient intéressés pourraient poster leurs écrits, ce seraient des poèmes, ce seraient des réflexions, des essais, et donc de manière à pouvoir générer ou susciter un débat autour de la question. Mais on a essayé de voir la configuration de notre pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet font de plus en plus leur accès, mais on estimait que la télévision ou les médias étaient un moyen plus adéquat d'atteindre une grande portion de la population. Donc voilà, forcément, on s'est dit... On sait que les Congolais lisent. Alors, déjà, je pense qu'ils lisent, parce que même pour faire un magazine, voilà, ils jettent des coups d'œil sur un journal ou sur un livre qu'ils ont apporté de marque. Maintenant, si on peut parler de ça en termes de culture, c'est vrai que ce n'est pas trop dans la culture du Congolais que d'avoir la lecture comme activité principale, ou alors comme loisir à proprement parler. C'est vrai, c'est un problème de culture qui appelle plusieurs responsabilités, la responsabilité de l'État. Parce que il faut que dans les programmes éducatifs, il y ait,
une façon de faire qui favorise justement à ce que les élèves, dès leur bas âge, acquièrent cette notion-là et la préservent. Moi, j'ai toujours pensé, par exemple, qu'en plus du cours de français à proprement parler, il faudrait, par exemple, qu'il y ait des cours de littérature congolaise. Ça, je le dis dans un contexte plutôt particulier, parce que j'ai l'impression que non là seulement... aussi, la logistique ne suit pas. Dans combien d'écoles, par exemple, y a-t-il de bibliothèques, etc. Justement, le problème est très complexe. Mais je pense qu'à défaut d'avoir des bibliothèques et tout ça, qui sont peut-être des projets de grande envergure, il y a des choses tout à fait simples à pouvoir faire. C'est que dans l'enseignement, par exemple, je le disais tout à l'heure, il faut des programmes qui apprennent justement à nos jeunes gens l'importance des auteurs, des écrivains, mais qui les apprennent aussi à connaître nos propres écrivains, parce que ça, c'est un fait. Quand vous allez, généralement, par exemple, dans le programme scolaire congolais, on étudie les autres écrivains, on vous parlera de Molière, on vous parle des grands classiques étrangers, mais très peu connaissent nos auteurs à nous, alors que nous avons des auteurs qui ont fait leurs preuves, qui ont un grand talent en matière de littérature, mais qui sont méconnus simplement de nos jeunes gens. Et même les Congolais lisent, mais en plus ils écrivent. Oui, il y a des Congolais qui lisent, mais il y en a qui écrivent aussi. Bon, maintenant, ça appelle à un débat sur la qualité. Pas forcément la qualité, sur la politique du livre de manière générale dans ce pays. Parce que, tenez bien, je suis tombé sur une information dernièrement qui m'a fait tiquer un peu, en parlant de la production littéraire. En 2004, ce sont des statistiques, il y a eu à peine 300 titres, c'est-à-dire 300 parutions pour notre pays, la République démocratique du Congo. J'ignore l'année dont il s'agit, il y en a eu 44. Figurez-vous, nous sommes un pays de 60 millions d'habitants. Alors si on doit prendre la population majeure, nous sommes à peu près, si on doit s'en tenir aux chiffres par exemple de la Commission électorale indépendante, 32 millions. Pour 32 millions de Congolais, il y en a à peine 300 qui écrivent pour l'année entière. Je me dis c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a du livre quasiment inexistant. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème de structure qui encourage les gens à pouvoir écrire, non seulement écrire, mais à être édité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, éditer relève du parcours du combattant. Ceux qui éditent, généralement, même pas sur le plan local, ça décourage. Ça décourage parce que moi, je pense qu'en République démocratique du Congo, les gens écrivent d'une part par prestige et d'autre part par passion, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est un bouillonnement qui est en eux, et donc ils doivent nécessairement pouvoir l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quand vous prenez le processus pour l'édition, comme je vous l'ai dit, il faut débourser vos propres frais. Si vous voulez, par exemple, aller dans une maison d'édition sérieuse, des fois on vous demande d'éditer à compte d'auteur, ou alors des fois il faut que vous-même vous puissiez supporter cela. Et c'est pas toujours évident quand on sait que voilà, la situation économique fait que nous avons déjà beaucoup de charges à supporter, s'il faut sacrifier la vie des enfants et de nos femmes pour pouvoir simplement éditer un livre. Vous voyez que c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien structuré. Qui ne sera peut-être pas suffisamment acheté après. Qui ne sera pas acheté simplement parce que justement cette politique de continuité n'est pas promue. Il ne suffit pas de faire des maisons d'édition ou alors d'éditer, mais après il faut assurer toute une politique pour la promotion en termes de tirage. Le tirage moyen en République démocratique du Congo, en tout cas pour les maisons d'édition locales, est de 1000 exemplaires. Vous vous rendez compte, pour une population de 60 millions, le tirage est de 1000 exemplaires, et on ne sait même pas si on arrive à écouler les 1000 exemplaires. Quand le tirage est important, c'est 5000. Encore que c'est vraiment des cas tout à fait exceptionnels. Donc ça pose un problème de l'industrie du livre qui doit être structurée de manière à pouvoir rendre le livre accessible à un grand nombre. Aussi parce qu'on n'imagine pas les revenus que l'on peut faire à travers l'organisation de l'industrie du livre. Si on travaille sur cette culture-là, sur le fait que chaque Congolais doit pouvoir s'acquérir un bouquin qui paraît en raison de son contenu, et qu'on travaille de manière à rendre le livre accessible, c'est-à-dire par rapport à son prix, il y a moyen de générer beaucoup de ressources. Peut-être que vous ne voulez pas le dire, vous restez très diplomate, mais il est un fait
que beaucoup d'acteurs culturels aujourd'hui regrettent le fait que le ministère de la Culture n'apporte aucun soutien dans plusieurs domaines. On l'a vu récemment avec les artistes plasticiens, Maître Liolo et les autres. On le voit dans la musique, même si on en parle, il faut le dire que les musiciens volent de leurs propres ailes. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui en République démocratique du Congo pour que ça marche, pour qu'il y ait une bonne politique culturelle? Alors déjà, vous savez, quand on considère simplement la part du budget qui est réservée au ministère de la Culture, je pense qu'il y a déjà un problème au départ. Mais ça ne les exonère pas, parce que quand on vient à la tête d'un ministère, on vient avec des projets, on vient avec une vision. Autrement dit, on ne gouverne pas. On ne peut pas venir à la tête d'un ministère pour trouver des excuses, pour dire nous n'avons pas le moyen de faire ça, 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 ça. Je pense que c'est un problème de vision, c'est peut-être, c'est pas méchant de le dire, c'est peut-être la qualité des dirigeants que nous avons qui fait un peu défaut. Mais des activités, par exemple, dans le domaine de culturel ou alors du livre, ne sont pas difficiles à réaliser. La plupart du temps, c'est de trouver des bons contacts et de faire fructifier ce contact-là. Donc je pense qu'il y a un réel problème de politique. Déjà au niveau du gouvernement, quelle est la place de la culture dans le programme du gouvernement? On parle de reconstruction, mais moi je voudrais dire que le développement des nations dépend aussi du foisonnement des pensées, mais des pensées qui sont consignées ou qui sont véhiculées à travers les livres. Donc, il faut que nous puissions avoir une politique qui vise justement à promouvoir tout ça, et ce n'est pas toujours le cas. Les ministres sont plus politiciens que des technocrates. Et généralement, c'est des gens qui n'ont aucune passion pour la culture. Ils ne sont pas culturels eux-mêmes. C'est pas des gens de culture. C'est des gens qui sont un peu parachutés simplement du fait de leur appartenance ou alors des, comment on va dire ça, des alliances qui ont été signées. Mais je pense qu'il faut qu'on mette des gens compétents, qui connaissent la culture et qui ont le souci de valoriser cette culture. Est-ce que ça cache des ambitions politiques? Non, pas forcément. Ça cache seulement un amour pour le pays et un amour pour sa jeunesse. Sûr, vous n'avez pas de visée dans ce domaine-là? Comme votre père, vous êtes bien le fils de votre père. Pour l'instant, non. Je me sens très bien dans le domaine associatif et je me sens très bien en tant qu'opérateur culturel. Ceci dit, rien n'est à exclure forcément pour les jours à venir, selon l'appel ou selon les convictions. Vous avez quelle coloration politique? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais dans le monde associatif. Ça veut dire que si vous scrutez la plupart des partis politiques, la plupart des partis politiques, ou alors vous compilez leur liste, vous ne verrez pas le nom de Tigui Elébé Motingia. Vous ne voulez pas nous livrer votre penchant? J'ai un penchant pour les honnêtes gens qui font du bon travail et qui ont l'amour du pays. Voilà, malheureusement, on n'en trouve pas toujours beaucoup. On en saura peut-être un peu plus. En attendant, votre souhait, c'est que la littérature soit classée parmi les futurs chantiers de la République. Oui, vous savez, ça me fait penser à une phrase d'Émile Zola qui disait que les gouvernements s'offusquent de la littérature parce que c'est une force qui leur échappe. Ça veut dire que si la littérature, le domaine du livre continue à être laissé pour compte, ça nous donne l'impression que c'est entretenu à dessein. Parce que c'est une force qui l'échappe. Ça veut dire qu'on a peur des idées. On a peur que les gens écrivent sur leurs convictions, sur leur vision. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et donc, si on veut ne pas donner libre cours à cette façon de voir les choses-là, il faut que les gouvernements s'impliquent pour qu'il y ait une tradition littéraire en République démocratique. Nos politiques, écrivent-ils? Parce qu'ailleurs, les grands hommes politiques écrivent pratiquement toutes les années. Ici, ils n'écrivent pas, mais ils viennent nous faire du bruit. Moi, j'aimerais par exemple que lors de vos émissions, parce que vous recevez pas mal d'hommes politiques, que vous leur posiez une question, que de savoir quel serait le dernier livre qu'ils auraient lu, ou alors qui se trouve sur le chevet de leur table. Merci. Peut-être aurez-vous de moins en moins d'invités sur ce plateau. Je peux vous le garantir. Merci pour ce coup-là. Alors vous-même, avez-vous écrit? Je suis en train d'écrire, j'ai presque fini. Je compte, si tout va bien, le sortir d'ici la fin de l'année. Moi, je suis dans la littérature, donc c'est un roman. Mais c'est une histoire assez compliquée. Je ne voudrais pas vous faire peur sur le plateau parce que c'est un dialogue entre un mort et
un vivant. Je n'aimerais pas lire ça. Alors, on va bientôt terminer cette émission. Vous êtes marié, père de combien d'enfants? Je suis marié récemment, pas encore d'enfants, mais père de beaucoup d'enfants dans les années à venir. Vraiment. Et un petit message peut-être à votre femme qui vous suit? Oui, je lui fais un petit coucou. Malheureusement, elle ne pourra pas suivre, elle n'est pas au pays pour l'instant, mais bon, je lui fais un petit coucou. Voilà. Et votre dernier mot à